Le sang coulant de son flanc blessé par les braconniers, le lynx roux s'aventura dans le jardin des humains avec la férocité d'un prédateur affamé. Face au petit chat roux qui ne fuyait pas, quelque chose d'ancien et d'inexplicable s'éveilla dans ses instincts sauvages. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Les derniers rayons du soleil caressaient la vallée de Sainte-Agnès, projetant des ombres allongées sur les collines boisées qui entouraient le petit village français. L'été avait été particulièrement sec cette année, forçant la faune sauvage à s'aventurer plus près des habitations humaines en quête de nourriture et d'eau. Dans cette région préservée des Alpes-Maritimes, la cohabitation entre l'homme et la nature sauvage avait toujours été un équilibre délicat. À la lisière du village, la famille Mercier profitait de la douceur de cette soirée de fin août sur la terrasse de leur maison en pierre. Thomas, professeur de biologie au lycée local, préparait le barbecue pendant que sa femme, Claire, mettait la table. Leur fille de 10 ans, Lucie, jouait avec Caramel, leur chat roux et blanc, qui, comme à son habitude, s'amusait à attraper les feuilles tombées des arbustes bordant la terrasse. « Caramel, viens manger », appela Claire en déposant la gamelle du félin près de la porte-fenêtre. Mais le chat, trop occupé par son jeu, ignora superbement l'appel de sa maîtresse. À 3 kilomètres de là, dans les bois qui surplombaient le village, un jeune lynx roux observait le paysage qui s'étendait sous ses yeux. Son pelage tacheté se confondait parfaitement avec les rochers et la végétation environnante, rendant sa présence presque invisible pour quiconque aurait traversé la forêt à cet instant. Le prédateur que les habitants de la région avaient surnommé Ombre après quelques rares observations était un magnifique spécimen mâle d'environ 2 ans. Ces dernières semaines avaient été particulièrement difficiles pour le félin sauvage. La sécheresse avait rendu le gibier rare et il n'avait pas mangé correctement depuis plusieurs jours. La faim tenaillait son estomac, rendant chacun de ses mouvements plus lents, plus calculés, comme si chaque once d'énergie devait être précieusement conservée. Ombre avait toujours évité les zones habitées, son instinct lui dictant de rester à l'écart des humains. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce la faim qui l'avait poussé à s'aventurer plus bas dans la vallée, ou peut-être était-ce l'odeur de nourriture qui flottait dans l'air tiède du soir. Quoi qu'il en soit, le lynx avait commencé sa descente prudente vers le village, se faufilant silencieusement entre les arbres. Thomas Mercier finissait de préparer les brochettes lorsqu'il remarqua que Caramel semblait soudain très agité. Le chat s'était figé près de la haie, les oreilles dressées, le regard fixé sur quelque chose que Thomas ne pouvait pas voir depuis sa position. « Qu'est-ce qu'il a, Caramel ?» demanda Lucie, intriguée par le comportement inhabituel de son compagnon félin. « Probablement un oiseau ou un lézard, » répondit Thomas en haussant les épaules. « Tu sais comment il est quand il chasse. » Mais Caramel ne chassait pas. Il observait, immobile, comme hypnotisé par une présence invisible. Son corps s'était légèrement tassé sur lui-même, non pas en position d'attaque, mais plutôt dans une posture qui reflétait sa curiosité, mêlée d'une certaine appréhension. Ce que la famille Mercier ignorait, c'est que, tapis dans l'ombre des arbustes qui bordaient leur propriété, Ombre les observait. Ses yeux dorés, perçants et intelligents, analysait chaque détail de la scène qui se déroulait devant lui. Les humains, la nourriture et surtout ce petit félin domestique dont l'odeur lui était à la fois familière et étrangère. La faim qui tenaillait le lynx était presque insupportable maintenant. L'odeur de la viande qui grillait sur le barbecue était une torture pour ses sens affûtés, mais ce n'était pas ce qui retenait son attention. C'était Caramel. Dans l'esprit primitif du lynx, ce petit chat représentait quelque chose d'étrange, ni proie, ni prédateur, ni concurrent. Une énigme vivante.
Claire remarqua finalement l'attitude figée de leur chat. « Thomas, je crois que quelque chose ne va pas avec Caramel. Il est bizarre depuis tout à l'heure. » Thomas allait répondre quand Lucie poussa un cri étouffé. « Papa, maman, regardez !» Les parents suivirent du regard la direction que pointait le doigt tremblant de leur fille. Et c'est là qu'ils le virent. Un magnifique lynx roux venait d'émerger des buissons et se tenait maintenant au bord de leur terrasse, à moins de 5 mètres d'eux. Le temps sembla se figer. Personne n'osait bouger, pas même pour respirer. Seul Caramel avait réagi, non pas en fuyant comme on aurait pu s'y attendre, mais en se rapprochant lentement du prédateur sauvage, une feuille d'arbuste encore coincée entre ses pattes. Thomas, en tant que biologiste, savait exactement ce qu'était cette créature. Un lynx boréal, une espèce protégée et extrêmement rare dans la région. Ce qui était encore plus rare, c'était de voir un tel animal s'approcher volontairement d'une habitation humaine. « Ne bougez pas », murmura-t-il à sa famille. « Surtout, ne faites pas de mouvements brusques. » Mais ce qui se passa ensuite défia toutes les connaissances scientifiques de Thomas. Au lieu d'attaquer ou de fuir, le lynx s'avança lentement vers Caramel. Le chat domestique, contre toute attente, ne manifestait aucun signe de peur. Au contraire, il semblait curieux. Les deux félins se faisaient maintenant face sur la terrasse en pierre, séparés par à peine 1 mètre. Le contraste était saisissant. D'un côté, Ombre, puissant prédateur sauvage aux muscles saillants sous son pelage tacheté. De l'autre, Caramel, petit chat domestique au pelage roux et blanc soigneusement léché. 2 mondes que tout opposait, se rencontrant dans le jardin d'une famille ordinaire un soir d'été. Ce qui se passa ensuite allait changer à jamais la vie des Mercier. Caramel lâcha la feuille qu'il tenait entre ses pattes et l'avança doucement vers le lynx, comme s'il lui offrait un cadeau. Un geste qui semblait absurde, presque comique, mais qui était chargé d'une innocence désarmante. Ombre baissa légèrement la tête, reniflant l'offrande végétale avec curiosité. Ses moustaches frémirent, ses oreilles pointues se tournèrent légèrement vers l'avant. Puis, contre toute attente, il s'assit, exactement comme l'aurait fait un chat domestique. « C'est impossible », chuchota Thomas, les yeux écarquillés. Ce comportement n'est documenté nulle part dans la littérature scientifique. Claire, paralysée par la peur pour leur animal de compagnie, serrait la main de Lucie si fort que ses jointures en étaient devenues blanches. « Thomas, fais quelque chose », implora-t-elle, la voix tremblante. Mais Thomas, captivé par la scène surréaliste qui se déroulait sous ses yeux, savait qu'intervenir maintenant pourrait briser cet équilibre précaire et potentiellement déclencher l'instinct de chasse du prédateur. « Attendons », murmura-t-il. « Je crois qu'il communique. » En effet, les 2 félins semblaient engagés dans une forme de dialogue silencieux, fait de regards, de postures et de légers mouvements de moustaches que seuls eux pouvaient le comprendre. Un langage ancestral, oublié par les chats domestiques depuis des millénaires de cohabitation avec l'homme, mais qui semblait ressurgir instinctivement face à leurs cousins sauvages. Ce fut Caramel qui fit le premier pas. Lentement, avec une confiance qui semblait insensée, il s'approcha du lynx et frotta sa tête contre l'épaule du prédateur, exactement comme il l'aurait fait avec ses maîtres humains pour marquer son territoire et exprimer son affection. Lucie étouffa un cri, certaine que son compagnon allait être dévoré sous ses yeux, mais à la grande stupéfaction de toute la famille, le lynx ne réagit pas avec agressivité. Il resta parfaitement immobile, comme s'il acceptait ce geste étrange venant de cette créature qui lui ressemblait tant et pourtant semblait si différente. Thomas sortit discrètement son téléphone et commença à filmer la scène, sachant pertinemment que ce qu'il était en train d'observer était un comportement jamais documenté auparavant. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui lui avait échappé jusqu'alors. Le lynx était maigre, terriblement maigre. Ses côtes saillaient sous son pelage,
et une cicatrice fraîche barrait son flanc droit. Cet animal n'était pas simplement curieux, il était désespéré. « Il est blessé », murmura Thomas, le regard rivé sur la silhouette émaciée du lynx. « Et affamé, c'est probablement pour ça qu'il s'est approché d'une habitation. » Claire, toujours pétrifiée, ne quittait pas des yeux les deux félins qui continuaient leur étrange ballet. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda-t-elle dans un souffle. Thomas réfléchit rapidement. En tant que biologiste, il connaissait les protocoles. Ne pas interférer avec la faune sauvage, contacter les autorités compétentes, maintenir une distance de sécurité. Mais quelque chose dans cette scène surréaliste le poussait à agir différemment. « Je vais chercher de la viande, » dit-il finalement, « celle du barbecue. Ne bougez pas. » Avec des gestes lents et mesurés, Thomas se dirigea vers le grill encore fumant. Il prit une brochette entière, encore saignante à l'intérieur, exactement comme l'aimait Lucie. La petite fille ne protesta pas, trop fascinée par ce qui se déroulait sous ses yeux. Pendant ce temps, Caramel avait commencé à se déplacer en direction de sa gamelle, se retournant régulièrement comme pour s'assurer que le grand félin le suivait. Et contre toute attente, Ombre emboîtait effectivement son pas, avec une prudence teintée de curiosité. « C'est incroyable », chuchota Claire qui commençait à surmonter sa peur initiale. « On dirait qu'il l'invite à manger. » « Les chats domestiques conservent des comportements ancestraux, » expliqua Thomas à voix basse, tout en revenant avec la viande. « Mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel cas d'interaction pacifique entre un chat domestique et un prédateur sauvage de cette taille. » Avec d'infinies précautions, Thomas déposa la brochette sur le sol de la terrasse, à mi-chemin entre sa famille et les deux félins, puis recula lentement. L'odeur de la viande grillée atteignit instantanément les narines du lynx. Ses pupilles se dilatèrent, et son attention se détourna momentanément de Caramel pour se fixer sur cette nouvelle source d'intérêt. Mais au lieu de se précipiter sur la nourriture comme l'aurait fait n'importe quel prédateur affamé, Ombre hésita, jetant des regards alternés entre la viande et les humains. « Il a peur de nous », constata Thomas. Malgré sa faim, il reste méfiant. C'est alors que Caramel fit quelque chose d'extraordinaire. Le petit chat s'approcha de la brochette, la renifla, puis fit quelques pas en direction du lynx avant de revenir vers la nourriture. Il répéta ce manège plusieurs fois, comme s'il indiquait au prédateur que la viande était sans danger. « Il lui montre que c'est comestible », murmura Thomas, stupéfait par l'intelligence de leur animal de compagnie. Lucie, qui avait retrouvé un peu de son assurance, chuchota « Caramel est magique, papa ». Après ce qui sembla une éternité, Ombre s'avança enfin vers la brochette. Ses mouvements étaient un mélange de grâce féline et de faiblesse due à la malnutrition. Arrivé à hauteur de la viande, il hésita encore un instant, puis, dans un mouvement rapide, saisit la brochette entre ses mâchoires et recula de quelques mètres. Allongé sur le sol de la terrasse, le lynx dévora la viande avec une voracité qui confirmait son état de famine. En quelques secondes, il ne resta plus que le bâton de bois, nettoyé de toute trace de nourriture. « Il avait tellement faim », dit Lucie, une larme coulant sur sa joue. « On peut lui donner autre chose, papa. » Thomas hocha la tête, profondément ému par la compassion de sa fille. « Oui, mais doucement. Un animal sauvage reste imprévisible, même dans cet état. » Il retourna au barbecue et prit cette fois un steak entier qu'il avait prévu de faire griller, une belle pièce de viande qui représentait un sacrifice important pour leur repas du soir, mais qui semblait dérisoire face à la détresse de ce magnifique animal. Cette fois, Thomas lança doucement la viande vers le lynx, qui l'attrapa au vol avec une agilité surprenante malgré sa faiblesse. Le festin improvisé se poursuivit, sous le regard attentif de Caramel qui s'était assis à quelques mètres, comme s'il supervisait ce repas insolite. « Je vais appeler Daniel », décida Thomas en sortant son téléphone. « Il saura quoi faire. »
Daniel Fournier était le vétérinaire du village, mais aussi un ami de longue date de Thomas. Spécialiste de la faune sauvage, il travaillait occasionnellement avec l'Office français de la biodiversité sur des programmes de conservation. La conversation fut brève. Thomas décrivit la situation en quelques phrases concises, envoya la vidéo qu'il venait de prendre et raccrocha avec un soupir de soulagement. « Il arrive dans 10 minutes, annonça-t-il à sa famille, avec du matériel pour examiner le lynx. Il dit que c'est exceptionnel et qu'il faut documenter ça correctement. » Claire semblait soulagée de savoir qu'un professionnel allait bientôt prendre en charge cette situation inhabituelle. « Tu crois qu'il va l'emmener ? » ?»« Probablement, répondit Thomas. Un animal dans cet état a besoin de soins. Cette cicatrice sur son flanc m'inquiète, elle pourrait être infectée. » Pendant les minutes qui suivirent, la famille observa le lynx qui, rassasié par ce repas inattendu, avait commencé à faire sa toilette, léchant ses pattes avant de les passer sur son visage, exactement comme l'aurait fait Caramel. « On dirait vraiment que ce sont des cousins, » remarqua Lucie, fascinée par les similitudes entre les deux félins malgré leurs différences de taille et d'origine. « C'est le cas, » confirma Thomas, heureux de pouvoir partager ses connaissances avec sa fille. Le chat domestique et le lynx appartiennent à la même famille, celle des félidés. Ils partagent des ancêtres communs, même si leurs évolutions ont divergé il y a des millions d'années. Caramel, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, s'était rapproché de sa famille, mais continuait de jeter des regards curieux vers son cousin sauvage. Le lynx, quant à lui, semblait plus détendu après ce repas, mais restait vigilant, ses oreilles pointues pivotant au moindre bruit. C'est à ce moment que le véhicule de Daniel se fit entendre dans l'allée. Le lynx se redressa immédiatement, tous les sens en alerte. Thomas craignit qu'il ne s'enfuit, mais contre toute attente, l'animal resta sur place, se contentant de reculer légèrement pour se positionner près d'un buisson qui lui offrait un semblant de protection. Daniel apparut à l'angle de la maison, son matériel médical à la main. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné par des années de travail en extérieur. Ses yeux bleus s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut le lynx. « Doux Jésus !» murmura-t-il en s'immobilisant. « Quand tu m'as dit lynx, je pensais à un jeune, pas à un mâle adulte. »« Adulte mais en mauvais état, » précisa Thomas. « Regarde comme il est maigre. » Daniel hocha la tête, son regard professionnel évaluant rapidement l'animal. « Je vois. Et cette plaie sur le flanc, ça ressemble à une blessure par balle. » Son visage s'assombrit. Les braconniers, toujours les mêmes problèmes dans la réserve du Mercantour. Cette révélation frappa la famille comme un coup de poing. Le braconnage était un sujet sensible dans la région où la protection de la faune sauvage se heurtait parfois aux intérêts des éleveurs locaux qui voyaient d'un mauvais œil le retour des grands prédateurs. « Comment va-t-on l'aider » demanda Lucie, la voix tremblante d'émotion. Daniel posa son équipement et en sortit une sarbacane et plusieurs fléchettes. « Je vais devoir l'endormir pour l'examiner correctement et le transporter au centre de soins, mais je dois m'approcher suffisamment. » Thomas jeta un regard inquiet vers le lynx, qui observait maintenant le nouveau venu avec méfiance. Il vient de manger et semble moins craintif qu'on pourrait s'y attendre. Peut-être que Caramel a vraiment eu un effet sur son comportement. « Les voies de la nature sont impénétrables, » philosopha Daniel en préparant sa sarbacane. « J'ai déjà vu des comportements étranges chez les animaux sauvages, mais une interaction pacifique entre un lynx affamé et un chat domestique, c'est une première. » Il fallut encore 20 minutes de patience et de stratégie pour que Daniel puisse se positionner correctement et tirer sa fléchette tranquillisante. Le lynx sursauta au moment de l'impact, fit quelques pas chancelants, puis s'affaissa doucement sur le sol de la terrasse, sa respiration devenant plus lente et régulière. « Voilà », dit Daniel en s'approchant prudemment de l'animal endormi. « Maintenant, je peux travailler. » L'examen fut méthodique et révéla l'étendue des problèmes du félin sauvage.
Outre la blessure par balle, qui heureusement n'avait pas touché d'organes vitaux, le lynx souffrait de déshydratation et présentait plusieurs parasites externes. Il n'aurait pas survécu longtemps sans intervention, conclut Daniel en terminant ses soins d'urgence. La balle a causé une infection qui l'affaiblissait progressivement, l'empêchant de chasser efficacement. Il va s'en sortir ? Demanda Lucie, dont l'attachement pour le lynx semblait grandir de minute en minute. Daniel lui sourit avec douceur. « Je pense que oui, petite. C'est un combattant. Et il a eu la chance de croiser votre chemin. » Ensemble, ils installèrent le lynx endormi dans une grande cage de transport à l'arrière du véhicule de Daniel. Tout au long de l'opération, Caramel ne quitta pas les lieux, observant la scène avec ce qui ressemblait presque à de l'inquiétude dans ses yeux ambrés. « Où vas-tu l'emmener » demanda Thomas, alors que Daniel fermait les portes de son 4x4. « Au centre de soins pour la faune sauvage près de Nice. Ils ont l'expertise nécessaire pour ce genre de cas. Je te tiendrai au courant de son évolution. » Alors que Daniel s'apprêtait à partir, Lucie s'avança timidement. « Est-ce qu'on pourra lui rendre visite ? Je veux dire, quand il ira mieux ?» Le vétérinaire hésita, puis hocha la tête avec un sourire. Ce n'est pas vraiment le protocole habituel, mais vu les circonstances exceptionnelles, je pense que ça pourra s'arranger. La voiture s'éloigna dans la nuit tombante, emportant avec elle le mystérieux visiteur qui avait bouleversé leur soirée. Sur la terrasse, la famille Mercier resta silencieuse un long moment, comme si un sort venait d'être rompu. Caramel sauta sur les genoux de Lucie et se mit à ronronner bruyamment, comme pour la réconforter. La petite fille enfouit son visage dans la fourrure douce de son compagnon. « Papa » dit-elle finalement, « tu crois que le lynx se souviendra de nous, de Caramel ?» Thomas échangea un regard avec Claire, puis caressa doucement la tête de sa fille. « Je ne sais pas, ma chérie. Les animaux sauvages ont leur propre façon de voir le monde, mais ce qui s'est passé ce soir était tellement extraordinaire que, qui sait, ce que Thomas ignorait alors, c'est que cette rencontre improbable entre un prédateur sauvage et un chat domestique n'était que le début d'une histoire qui allait changer bien plus de vies que celle du lynx blessé. Le centre de soins pour la faune sauvage de Nice était niché dans une vallée verdoyante, à l'écart des routes principales. Un complexe moderne mais discret, composé de plusieurs bâtiments et d'enclos spécialement aménagés pour accueillir des animaux en convalescence. En cette heure matinale, le personnel s'activait déjà, préparant médicaments et nourriture pour leurs pensionnaires. Dans la salle de soins principale, Sophie Moreau, vétérinaire spécialisée dans les félidés sauvages, terminait l'opération du lynx arrivée la veille au soir. Ses mains expertes refermaient la plaie nettoyée et désinfectée après avoir extrait la balle logée dans les muscles du flanc. Heureusement qu'il n'a pas attendu plus longtemps, commenta-t-elle à l'attention de Daniel qui l'assistait. L'infection commençait à se propager, quelques jours de plus, et on n'aurait rien pu faire. Daniel hocha la tête, observant le moniteur qui affichait les constantes vitales du félin endormi. C'est un miracle qu'il ait approché des humains. Un lynx dans cet état aurait normalement cherché un endroit isolé pour... Il n'acheva pas sa phrase, mais Sophie comprit. Pour mourir. C'était le comportement typique des grands prédateurs blessés. « Et tu dis qu'il a interagi pacifiquement avec un chat domestique ?» demanda-t-elle, en appliquant un bandage protecteur sur la plaie suturée. « Incroyable, n'est-ce pas? J'ai la vidéo que Thomas a prise. On dirait presque que le chat lui servait de guide ou de médiateur. » Sophie sourit, sceptique mais intriguée. « J'aimerais bien voir ça. La recherche sur la cognition des félins sauvages progresse, mais un tel comportement reste exceptionnel. » Pendant ce temps, à une trentaine de kilomètres de là, Lucie Mercier se préparait pour l'école avec une énergie inhabituelle. La nuit avait été courte, les émotions de la veille l'avaient maintenue éveillée tard dans la nuit,
mais l'excitation l'emportait sur la fatigue. « Tu crois qu'on aura des nouvelles du lynx aujourd'hui ?» demanda-t-elle à sa mère tout en fourrant ses cahiers dans son sac à dos. Claire, qui préparait les déjeuners dans la cuisine, sourit avec tendresse. « Je ne sais pas, ma chérie. Daniel a dit qu'il nous appellerait dès qu'il en saurait plus, mais les soins peuvent prendre du temps. » Thomas entra dans la cuisine, téléphone à la main, le visage illuminé. « Daniel vient de m'envoyer un message. Le lynx a été opéré ce matin pour retirer la balle. Tout s'est bien passé. » Lucie laissa échapper un cri de joie, faisant sursauter Caramel qui somnolait sur une chaise. Le chat leva la tête, clignant des yeux avec ce qui ressemblait à de la curiosité. « Il va guérir alors ?» demanda la petite fille, les yeux brillants d'espoir. « C'est en bonne voie », confirma Thomas. « Mais il aura besoin de temps et de soins. Daniel dit qu'il est encore très faible. » Claire posa une main sur l'épaule de sa fille. « Il faut être patiente, Lucie. Les animaux sauvages ne se remettent pas en un jour. » Lucie hocha la tête, puis se tourna vers Caramel, qui s'étirait maintenant langoureusement. « Tu as entendu, Caramel? Ton ami va mieux. » Thomas et Claire échangèrent un regard, à la fois amusé et préoccupé. Leur fille semblait avoir développé un attachement profond pour ce lynx en l'espace d'une soirée. Comment réagirait-elle quand viendrait le moment de le relâcher dans la nature? Au centre de soins, le lynx se réveillait doucement de l'anesthésie. Sophie l'observait attentivement depuis le sas de sécurité de la cage médicalisée. Les yeux dorés du félin s'ouvrirent, d'abord confus, puis de plus en plus alertes. « Bonjour, beau gosse », murmura-t-elle. « Bienvenue parmi nous. » L'animal tenta de se redresser, mais la douleur et les effets résiduels des médicaments le maintinrent au sol. Il laissa échapper un grondement faible, mélange de frustration et d'inconfort. « Je sais, ce n'est pas agréable », continua Sophie, bien que consciente que le lynx ne comprenait pas ses paroles. « Mais tu es en sécurité ici, et bientôt tu te sentiras mieux. » Elle nota avec satisfaction que malgré son état, le félin ne montrait pas de signes d'agressivité excessive ou de panique, un bon signe pour son rétablissement et, éventuellement, sa réintroduction dans la nature. Sophie sortit son téléphone et ouvrit la vidéo que Daniel lui avait transférée. Les images de la rencontre entre le lynx et le chat domestique étaient effectivement remarquables. Elle les visionna plusieurs fois, scrutant chaque détail du langage corporel des deux félins. « Fascinant », murmura-t-elle. Cette interaction allait à l'encontre de tout ce que l'on savait sur le comportement territorial des lynx envers d'autres félins. Dans des circonstances normales, un lynx aurait soit ignoré, soit chassé un chat domestique entrant dans son espace. Était-ce uniquement dû à son état d'affaiblissement? Ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus complexe dans cette rencontre? Sophie avait toujours été passionnée par l'intelligence et les capacités cognitives des félins sauvages. Ses collègues la taquinaient parfois sur sa tendance à humaniser ses patients, mais elle était convaincue que la science sous-estimait encore les capacités adaptatives et sociales de ces animaux. Elle prit quelques notes sur son carnet, puis quitta la salle pour aller chercher la nourriture spéciale qu'elle avait préparée pour le lynx convalescent. Pendant ce temps, à l'école primaire de Sainte-Agnès, Lucie avait transformé la rencontre de la veille en récit épique pour ses camarades de classe. Assise au centre d'un cercle d'enfants fascinés pendant la récréation, elle décrivait avec force détail la majestueuse apparition du lynx sur leur terrasse. « Et Caramel n'avait pas peur du tout », s'exclama-t-elle, les yeux brillants. « Il s'est approché du lynx comme s'ils étaient amis depuis toujours. » Antoine, son voisin de classe, fronça les sourcils avec scepticisme. « C'est impossible. Mon père dit que les lynx mangent les chats quand ils les attrapent. »« Eh bien, pas celui-là, » rétorqua Lucie avec assurance. « Il était différent. Et il était blessé. Mon papa a vu du sang sur son côté. » Madame Lefebvre,
L'institutrice, qui avait surpris une partie de la conversation, s'approcha du groupe. « De quoi parlez-vous avec tant d'enthousiasme ?» Lucie se lança dans une nouvelle version de son récit, légèrement plus mesurée, mais toujours empreinte d'émerveillement. À sa grande surprise, l'institutrice ne sembla pas dubitative. « C'est une histoire extraordinaire, Lucie, » dit-elle quand la fillette eut terminé. « Ton père est biologiste, c'est ça ?»« Oui, madame, il enseigne au lycée. » « Et le lynx est maintenant au centre de soins pour la faune sauvage ?» Lucie acquiesça vigoureusement. « On va peut-être pouvoir lui rendre visite quand il ira mieux. » Madame Lefebvre réfléchit un instant. « Tu sais quoi? Je pense que cette histoire pourrait être une excellente opportunité d'apprentissage pour toute la classe. Nous travaillons justement sur les écosystèmes et la conservation des espèces ce trimestre. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Vous voulez dire qu'on pourrait tous aller voir le lynx? Je vais d'abord en discuter avec ton père et les responsables du centre. Mais oui, une visite éducative pourrait être envisageable. » La journée de Lucie, qui avait bien commencé, venait de devenir exceptionnelle. À la maison des Mercier, Caramel montrait un comportement que Claire n'avait jamais observé auparavant. Le chat passait de longues minutes à fixer la lisière du jardin où le lynx était apparu la veille. Il semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. Claire, qui travaillait depuis son domicile ce jour-là, l'observait avec curiosité depuis la fenêtre de son bureau. Après plusieurs heures de ce manège, elle appela Thomas. « Je crois que Caramel attend le retour du lynx, » dit-elle quand son mari décrocha. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « C'est inhabituel, » répondit finalement Thomas. « Les chats n'ont pas vraiment la notion du temps comme nous, mais ils ont certainement une mémoire spatiale et sociale développée. Tu penses qu'ils ont vraiment établi une sorte de lien ?» Thomas soupira. « Je ne sais pas, Claire. En tant que scientifique, je devrais te dire que c'est peu probable. Mais après ce que j'ai vu hier soir… » Il laissa sa phrase en suspens. Après avoir accroché, Claire s'approcha de Caramel et s'accroupit à ses côtés. « Il ne reviendra pas tout de suite, tu sais, » murmura-t-elle en caressant doucement son pelage roux. « Il doit d'abord guérir. » Comme s'il comprenait, Caramel tourna la tête vers elle et émit un miaulement doux avant de retourner à sa contemplation silencieuse. Au centre de soins, la journée avançait au rythme des traitements et des examens. Sophie avait réussi à faire manger un peu le lynx, une victoire importante pour son premier jour post-opératoire. L'animal restait méfiant mais semblait comprendre qu'on essayait de l'aider. En fin d'après-midi, alors qu'elle mettait à jour le dossier médical du félin, Daniel vint la rejoindre, accompagné d'un homme d'une quarantaine d'années au regard vif et intelligent. « Sophie, je te présente Thomas Mercier, le biologiste dont je t'ai parlé. C'est dans son jardin que notre patient a fait son apparition hier soir. » Les deux scientifiques se serrèrent la main, chacun étudiant l'autre avec curiosité professionnelle. « J'étais impatient de venir, » admit Thomas. « Comment va-t-il » Sophie sourit. « Mieux que prévu. C'est un battant. Il a mangé un peu ce matin et ses constantes s'améliorent. Voulez-vous le voir ?» Thomas acquiesça et Sophie le conduisit vers la zone de quarantaine. À travers la vitre d'observation, ils contemplèrent le lynx qui somnolait sur un tapis chauffant, son flanc bandé se soulevant régulièrement au rythme de sa respiration. « Il est magnifique », murmura Thomas. « Même dans cet état. »« Un mâle adulte de 3 à 4 ans, je dirais », confirma Sophie. « Plutôt grand pour l'espèce, même s'il est actuellement sous son poids normal à cause de sa blessure. » Thomas s'attarda longtemps devant la vitre d'observation, fasciné par ce prédateur majestueux qui avait choisi de s'approcher de sa famille plutôt que de succomber seul dans la forêt. « Avez-vous déjà vu ce genre de comportement auparavant ?» demanda-t-il à Sophie. « Un lynx qui cherche délibérément le contact avec des humains et qui interagit pacifiquement avec un chat domestique. » Sophie secoua la tête. « Jamais. Et j'ai travaillé avec des dizaines de lynx au fil des ans.
La littérature scientifique ne mentionne rien de comparable non plus. Elle fit une pause, observant le félin endormi. J'ai visionné votre vidéo plusieurs fois. Ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas seulement la faim ou la blessure qui explique son comportement. Il y a autre chose. Une forme d'intelligence, d'adaptation. Thomas acquiesça, pensif. J'ai toujours été convaincu que nous sous-estimons les capacités cognitives des animaux sauvages. Nous les enfermons dans des catégories comportementales rigides, alors qu'ils sont capables d'une plasticité remarquable. Exactement, s'exclama Sophie, ravie de trouver un esprit partageant ses convictions. Mes collègues me trouvent parfois trop enthousiaste à ce sujet. Elle sourit. Ils disent que je vois de l'intelligence partout. La science progresse souvent grâce à ceux qui osent voir au-delà des paradigmes établis, répondit Thomas avec un hochement de tête approbateur. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Daniel, qui revenait de sa tournée quotidienne. « Je vois que vous avez fait connaissance », dit-il en rejoignant les deux scientifiques. « Alors, Thomas, qu'en penses-tu ? Je suis impressionné par les installations et par les soins qu'il reçoit, » répondit sincèrement le biologiste. « Et j'ai une requête un peu particulière à vous soumettre. » Sophie et Daniel échangèrent un regard intrigué. « L'institutrice de ma fille m'a contacté aujourd'hui, » expliqua Thomas. « Elle aimerait organiser une visite pédagogique au centre avec sa classe. L'histoire du lynx a captivé les élèves et elle y voit une opportunité d'éducation à la conservation. » Sophie fronça légèrement les sourcils. « Nous n'organisons habituellement pas ce genre de visite. Le stress peut être préjudiciable au rétablissement des animaux. » « Je comprends tout à fait, » répondit Thomas. « Mais peut-être pourrait-on envisager quelque chose de très encadré. Sans contact direct avec le lynx, bien sûr. Juste une présentation sur le travail du centre et une observation à distance si son état le permet. » Daniel semblait réfléchir à la proposition. « Ce n'est pas une mauvaise idée. La sensibilisation du public, surtout des jeunes, est essentielle pour la protection des espèces. » Sophie soupira, mais un léger sourire adoucissait son expression. « Laissez-moi y réfléchir. Si son état continue de s'améliorer dans les prochains jours, cela pourrait être envisageable, avec des mesures strictes. » Thomas sourit, reconnaissant. « C'est tout ce que je demande. Ma fille Lucie sera folle de joie. Elle n'a pas cessé de parler du lynx depuis hier soir. » « D'ailleurs, intervint Daniel, as-tu remarqué un comportement inhabituel chez votre chat depuis l'incident ?» Thomas acquiesça vivement. « Oui, Claire m'a appelé aujourd'hui à ce sujet. Caramel passe des heures à fixer l'endroit où le lynx est apparu, comme s'il l'attendait. » Sophie se redressa, son intérêt scientifique piqué au vif. « C'est fascinant. Les chats domestiques conservent des comportements sociaux complexes, malgré des millénaires de domestication. Serait-il possible que... » Elle s'interrompit, hésitant à formuler une hypothèse qui paraîtrait farfelue, même à ses collègues les plus ouverts d'esprit. « Que le chat ait établi une forme de lien avec le lynx, » compléta Thomas. « C'est précisément ce que je me demande. » « Nous pourrions mettre en place un protocole d'observation, » suggéra Sophie, son esprit scientifique s'emballant. « Documenter le comportement du lynx ici, celui de votre chat à la maison, puis éventuellement observer leurs interactions dans un environnement contrôlé. » Daniel leva les mains en signe de modération. « Doucement, Sophie. N'oublions pas que notre priorité est de soigner cet animal pour le relâcher dans son habitat naturel. Ce n'est pas un sujet d'expérimentation. » Sophie rougit légèrement. « Bien sûr, tu as raison. Je me laisse emporter. Mais cela ne nous empêche pas de documenter ce cas exceptionnel, » nuança Thomas. « Sans interférer avec son rétablissement, bien entendu. » Leur discussion se poursuivit encore un moment, jusqu'à ce que Thomas regarde sa montre et réalise qu'il devait rentrer pour le dîner. Avant de partir, il jeta un dernier regard au lynx qui s'était réveillé et les observait maintenant de ses yeux dorés, attentifs et intelligents. « À bientôt, mon grand, » murmura-t-il. « Rétablis-toi vite. »
Sur le chemin du retour, Thomas ne pouvait s'empêcher de réfléchir à cette situation extraordinaire. En tant que scientifique, il savait qu'il devait rester objectif, éviter l'anthropomorphisme et les interprétations émotionnelles du comportement animal. Mais en tant qu'homme, il était touché par cette rencontre improbable, par ce moment de connexion entre deux mondes habituellement séparés. À la maison, Lucie l'attendait impatiemment sur le pas de la porte, Caramel dans les bras. « Papa, tu l'as vu? Comment il va? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il va bientôt guérir ?» Thomas sourit devant cet enthousiasme débordant. « Oui, je l'ai vu. Il va mieux. Les vétérinaires prennent bien soin de lui. Et j'ai une nouvelle qui pourrait te plaire. » Les yeux de Lucie s'illuminèrent d'anticipation. « Ta maîtresse m'a appelé aujourd'hui. Elle aimerait organiser une visite de ta classe au centre de soins pour voir le lynx et apprendre comment on protège les animaux sauvages. » Lucie laissa échapper un cri de joie si aigu que Caramel bondit de ses bras, offensé par ce bruit soudain. « C'est vrai? On va tous pouvoir le voir? » Si tout va bien et si le lynx continue à se rétablir, oui. Mais ce n'est pas encore certain, alors ne le dis pas tout de suite à tes amis. Lucie hocha solennellement la tête, comprenant l'importance de cette confidence. Promis. Et Caramel, il pourra venir aussi? Thomas rit doucement. Non, ma chérie, les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans un centre de soins pour la faune sauvage. Ce serait trop stressant pour les patients. Le visage de Lucie s'assombrit légèrement. Mais ils sont amis. Le lynx sera content de voir Caramel, j'en suis sûr. Thomas s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille. Écoute, Lucie, ce qui s'est passé hier était exceptionnel, magique même. Mais nous devons aussi respecter la nature sauvage du lynx. Son avenir est dans la forêt, pas avec nous. Ces mots semblèrent se résonner douloureusement chez la petite fille. Alors, on ne le reverra plus jamais après sa guérison? Probablement pas, non. Mais ce n'est pas triste, au contraire. Cela signifiera qu'il est redevenu fort et libre, comme il doit l'être. Lucie réfléchit à ces paroles, son jeune esprit luttant entre l'attachement émotionnel et la compréhension rationnelle. « Je comprends, » dit-elle finalement. « Mais je peux quand même lui dessiner quelque chose. Pour sa cage, pendant qu'il guérit ?» Thomas serra sa fille dans ses bras, ému par sa sensibilité. « Bien sûr, ma chérie. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. » Pendant ce temps, au centre de soins, Sophie terminait ses observations de la journée sur le lynx. L'animal avait mangé un peu plus en soirée et ses constantes vitales continuaient de s'améliorer. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était son comportement. Contrairement à la plupart des lynx sauvages en captivité, celui-ci ne montrait pas de signes d'agitation excessive ou de stress. Il semblait presque résigné, comme s'il comprenait qu'on essayait de l'aider. Alors qu'elle fermait son carnet de notes, son téléphone vibra. Un message de Paul Rousseau, garde forestier au parc national du Mercantour, avec qui elle collaborait régulièrement. Elle le parcourut rapidement, puis relut certains passages, son visage s'assombrissant. « Des nouvelles inquiétantes ?» demanda Daniel qui venait d'entrer dans la pièce. « Paul m'informe qu'ils ont trouvé 2 autres lynx morts ce mois-ci dans le parc. Des blessures par balle, comme notre patient. Il craint une recrudescence du braconnage. » Daniel soupira lourdement. « C'est toujours la même histoire. Dès qu'une espèce protégée commence à se rétablir, certains la voient comme une menace. » Ce qui est absurde dans le cas du lynx, répliqua Sophie avec passion. Les études montrent clairement que leur impact sur le bétail est minime comparé à celui des chiens errants ou des maladies. La peur et l'ignorance sont plus puissantes que les faits, tu le sais bien. Daniel s'approcha de la cage d'observation. En tout cas, celui-ci a eu de la chance, sans l'intervention de la famille Mercier. Sophie acquiesça, son regard se posant sur le félin assoupi. Je me demande s'il y a un lien entre cette vague de braconnage et son comportement inhabituel.
Peut-être que l'augmentation de la pression humaine dans son habitat naturel l'a poussé à reconsidérer sa méfiance instinctive envers les humains. C'est une hypothèse intéressante, admit Daniel, mais difficile à prouver. Pas nécessairement, répondit Sophie, une lueur déterminée dans le regard. Si nous documentons correctement ce cas et si nous le comparons avec d'autres observations, nous pourrions peut-être identifier des schémas comportementaux. Cela pourrait même nous aider à développer de meilleures stratégies de conservation. Daniel sourit devant l'enthousiasme de sa collègue. « Je te reconnais bien là, toujours prête à transformer un cas isolé en projet de recherche. La science avance ainsi, non? Des observations inattendues qui nous poussent à remettre en question nos certitudes. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant le lynx qui représentait désormais bien plus qu'un simple patient à soigner. Il était devenu le symbole d'une question plus large sur la coexistence entre humains et faune sauvage, sur la capacité d'adaptation des espèces face aux pressions anthropiques et peut-être même sur les liens sous-estimés entre félins domestiques et sauvages. Mais pour l'instant, l'animal avait surtout besoin de repos pour guérir. Les grandes questions scientifiques attendraient demain. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée du lynx au centre de soins. Une semaine de traitements intensifs, d'examens minutieux et d'observations attentives. Le félin sauvage, que Sophie avait officieusement baptisé Lazare, celui qui revient d'entre les morts, montrait des signes encourageants de rétablissement. Sa plaie cicatrisait proprement, il mangeait avec appétit et son pelage avait retrouvé un peu de son lustre naturel. Ce matin-là, Sophie procédait à un examen de routine lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Contrairement au jour précédent, Lazare semblait agité, ses oreilles constamment en mouvement, ses yeux fixant régulièrement la fenêtre de la salle de soins. « Qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui » murmura-t-elle en vérifiant les points de suture. Daniel, qui entrait à ce moment-là, s'arrêta pour observer la scène. Il sent peut-être l'orage qui approche. Les animaux sont souvent sensibles aux changements atmosphériques. Sophie hocha la tête, peu convaincue. Peut-être. Ou alors? Elle hésita, répugnant à formuler une hypothèse qui semblerait trop romantique, trop peu scientifique. Ou alors quoi? L'encouragea Daniel. C'est aujourd'hui que Thomas doit passer avec sa fille, non? Pour préparer la visite scolaire. Daniel sourit, comprenant où elle voulait en venir. Tu penses que notre ami poilu s'en souvient? Qu'il associe leurs odeurs à quelque chose de positif? Je sais que ça paraît improbable, admit Sophie, mais je n'arrête pas de repenser à cette vidéo, à la façon dont il a interagi avec leur chat. Il y a quelque chose de spécial chez ce lynx, Daniel, quelque chose qui défie nos catégories habituelles. À quelques kilomètres de là, Thomas et Lucie se préparaient justement à partir pour le centre. La petite fille avait passé une partie de la nuit à finaliser un dessin coloré représentant le lynx et Caramel côte à côte sous un grand arbre. À ses yeux d'enfant, cette amitié improbable était désormais une évidence. Un fait établi que les adultes, avec leur logique compliquée, avaient du mal à accepter. « Tu crois qu'il va aimer mon dessin ?» demanda-t-elle pour la 10e fois en montant dans la voiture. « J'en suis certain, » répondit Thomas avec un sourire patient. « C'est une très belle œuvre d'art. » Caramel, qui les avait suivis jusqu'au véhicule, émit un miaulement plaintif en voyant les portières se refermer sans lui. « Je suis désolé, Caramel, » dit Lucie à travers la vitre. « On ne peut pas t'emmener. »« Mais on lui parlera de toi, promis. » Thomas observa le chat dans le rétroviseur alors qu'il s'éloignait. Une fois de plus, Caramel se dirigea vers l'endroit précis où le lynx était apparu, s'assit et commença sa veille silencieuse. Ce comportement persistant intriguait de plus en plus le biologiste. Il devait en parler à Sophie. L'accueil au centre fut chaleureux. Sophie les attendait à l'entrée, visiblement heureuse de les revoir. Après les présentations, elle s'accroupit pour se mettre au niveau de Lucie. « Alors, c'est toi, la fameuse Lucie ?»
Ton papa m'a beaucoup parlé de toi et de ton courage face au lynx. » La petite fille rougit de plaisir. « Je n'ai pas eu peur. Enfin, peut-être un petit peu au début, mais quand j'ai vu que Caramel n'avait pas peur, je me suis dit que tout irait bien. » Sophie sourit, touchée par cette logique enfantine mais profondément juste. « C'est très sage. Les animaux sentent souvent des choses que nous ne percevons pas. » « Je lui ai fait un dessin, » annonça Lucie en sortant fièrement son œuvre de son cartable. « Est-ce que je peux le lui donner ?» Sophie examina le dessin, sincèrement impressionnée par le talent de la fillette. « C'est magnifique, Lucie. Je vais l'accrocher près de sa cage pour qu'il puisse le voir tous les jours. » Le visage de Lucie s'illumina. « Est-ce qu'on peut le voir maintenant ? » « Bien sûr. Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer quelques règles de sécurité et vous montrer comment se déroulera la visite avec ta classe la semaine prochaine. » Pendant que Sophie orientait la conversation vers les aspects pratiques de la future visite scolaire, Thomas observait les installations avec un œil professionnel. Le centre impressionnait par sa modernité et son approche respectueuse des besoins des animaux. Chaque espace était conçu pour minimiser le stress et favoriser le rétablissement des pensionnaires. Finalement, après une visite des principales sections du centre, Sophie les conduisit vers la zone où se trouvait le lynx. Elle s'arrêta devant une porte sécurisée. « Je dois vous prévenir, » dit-elle avec sérieux. « Même si son état s'améliore, il reste un animal sauvage. Son comportement peut être imprévisible. Nous allons l'observer depuis l'espace vitré, sans entrer dans son enclos. » Lucie hocha solennellement la tête, comprenant la gravité de la situation. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'observation, le lynx était allongé sur une plateforme surélevée, apparemment endormi. Mais au son de la porte, sa tête se redressa brusquement, ses oreilles pivotant vers la source du bruit. Ses yeux dorés se fixèrent immédiatement sur les visiteurs. « Oh !» s'exclama doucement Lucie. « Il nous regarde. » En effet, le regard du lynx était intense, concentré. Thomas eut l'étrange sensation que l'animal les reconnaissait, ou du moins captait des odeurs familières. Après un moment d'immobilité, le félin se leva lentement, s'étira comme un chat domestique le ferait, et s'approcha de la vitre avec une curiosité non dissimulée. « C'est inhabituel, » murmura Sophie. « D'habitude, il reste à distance quand des inconnus s'approchent. »« Mais nous ne sommes pas vraiment des inconnus, n'est-ce pas ?» dit Thomas, fasciné par la réaction du prédateur. Lucie s'était approchée de la vitre, son nez presque collé contre la surface transparente. « Bonjour, monsieur le lynx, » dit-elle doucement. « Tu te souviens de nous et de Caramel ? Il te dit bonjour aussi. » À la mention du nom Caramel, les oreilles du lynx tressaillirent légèrement. Était-ce une coïncidence? Une simple réaction au ton aigu de la voix de l'enfant? Ou quelque chose de plus profond? « Il a l'air tellement mieux que la dernière fois, » remarqua Thomas. « Vous avez fait un travail remarquable. » Sophie acquiesça, mais son expression trahissait une préoccupation. « Physiquement, oui. Sa guérison progresse plus vite que prévu, mais je m'inquiète pour son comportement. » « Pourquoi ? Il semble calme, adapté. »« C'est précisément le problème, » expliqua Sophie à voix basse, pour que Lucie, absorbée par sa contemplation du félin, n'entende pas. « Il s'habitue trop bien à la présence humaine. Cela pourrait compromettre ses chances de réadaptation à la vie sauvage. » Thomas comprit immédiatement les implications. Un lynx qui ne craignait pas les humains était un lynx vulnérable une fois relâché dans la nature. « Que proposez-vous ? » Nous allons devoir modifier notre protocole, limiter les interactions, peut-être même envisager une période de pré-relâché dans un enclos plus isolé pour qu'il retrouve ses instincts sauvages. Ces mots provoquèrent un pincement au cœur de Thomas. Il faisait écho à ses propres préoccupations concernant l'attachement de Lucie pour l'animal.
Plus le lynx passerait de temps en captivité, plus il serait difficile pour tous, humains comme animal, d'accepter son retour à la vie sauvage. Pendant ce temps, Lucie continuait son monologue avec le lynx, lui racontant comment Caramel passait ses journées à attendre son retour, comment elle avait parlé de lui à tous ses amis à l'école, comment elle avait hâte qu'il guérisse complètement. Le félin l'écoutait, avec une attention soutenue qui surprenait même Sophie. À un moment, il s'assit face à la vitre, dans une posture qui rappelait étrangement celle d'un chat domestique attendant patiemment une friandise. « Il comprend », affirma Lucie en se tournant vers les adultes. « Je sais qu'il comprend ce que je lui dis. » Au lieu de corriger cette perception anthropomorphique, comme l'aurait fait n'importe quel scientifique, Sophie se contenta de sourire. « Peut-être pas les mots exacts, Lucie, mais les animaux sont sensibles à nos émotions, à notre langage corporel, et celui-ci semble particulièrement réceptif. » La visite se poursuivit par un tour des autres installations et une discussion détaillée sur l'organisation de la venue de la classe. Mais l'esprit de Thomas restait focalisé sur ce moment d'échange entre sa fille et le lynx. Il y avait quelque chose de profondément touchant, presque magique, dans cette communication interspécifique qui défiait les explications rationnelles. Sur le chemin du retour, Lucie babillait joyeusement, revigorée par cette rencontre. « Tu as vu comme il me regardait, papa, et quand j'ai parlé de Caramel, ses oreilles ont bougé. Je suis sûr qu'il se souvient de lui. » Thomas sourit, ne voulant pas briser l'enthousiasme de sa fille. Mais intérieurement, il se demandait s'il n'y avait pas une part de vérité dans ses observations. Les enfants, dépourvus des filtres cognitifs que les adultes développent au fil des ans, percevaient parfois des réalités que la science peinait encore à saisir. Le jour de la visite scolaire arriva enfin. Un autocar jaune se frayait un chemin sur la route sinueuse menant au centre de soins, transportant 23 élèves excités et 4 adultes chargés de les encadrer. Madame Lefebvre, l'institutrice, Thomas qui avait pris une journée de congé pour l'occasion et 2 parents volontaires. « Tout le monde se calme », rappela Madame Lefebvre, alors que le niveau sonore dans le bus atteignait des sommets. « N'oubliez pas que nous allons visiter un endroit où des animaux blessés se reposent. Ils ont besoin de calme. » Lucie, assise à côté de son amie Emma, serrait contre elle un petit carnet dans lequel elle avait préparé des questions pour Sophie. Depuis sa visite au centre, elle s'était plongée dans tous les livres sur les lynx qu'elle avait pu trouver à la bibliothèque municipale. Cette soudaine passion pour la biologie remplissait Thomas de fierté. Peut-être sa fille suivrait-elle ses traces professionnelles un jour. Au centre, Sophie et son équipe avaient passé la matinée à préparer l'accueil des enfants. Des panneaux éducatifs avaient été installés, des ateliers interactifs mis en place et un protocole spécial établi pour la visite du fameux lynx, désormais connu de tout le personnel comme le lynx de la famille Mercier. « Tu es nerveuse ?» demanda Daniel en aidant Sophie à disposer des moulages d'empreintes animales sur une table. « Un peu », admit-elle. « C'est la première fois que nous organisons une visite scolaire de cette envergure. J'espère que tout se passera bien. » Les enfants adorent les animaux. Et puis, c'est une opportunité unique de sensibilisation. Ces jeunes sont l'avenir de la conservation. Sophie acquiesça, partageant cette conviction. Mais une autre préoccupation lui trottait dans l'esprit. « Je m'inquiète surtout pour Lazare. Malgré nos précautions pour limiter son exposition aux humains ces derniers jours, il reste différent. » Avant que Daniel ne puisse répondre, le bruit du car se fit entendre. « Les voilà, dit-il. Prête à affronter une horde d'enfants surexcités ?» Sophie sourit malgré son anxiété. « Allons-y. » L'accueil se déroula dans la salle de conférence du centre, où Sophie commença par une présentation adaptée à son jeune public. Avec des mots simples mais jamais infantilisants, elle expliqua le travail du centre, l'importance de protéger les espèces sauvages et les défis auxquels faisaient face les animaux dans un monde de plus en plus dominé par l'activité humaine.
Les enfants l'écoutaient avec une attention qui impressionna Thomas. Même les plus turbulents semblaient captivés par le discours passionné de la vétérinaire et par les photos spectaculaires qui défilaient sur l'écran derrière elle. « Maintenant, » annonça Sophie après avoir répondu aux premières questions, « nous allons former 3 groupes pour visiter différentes parties du centre. Chaque groupe verra tous les espaces, mais à des moments différents pour ne pas perturber les animaux. » La classe fut divisée, et le groupe de Lucie, dirigé par Sophie elle-même, commença par la nurserie où de jeunes oiseaux tombés du nid étaient nourris à la main par des soigneurs. Les exclamations de ravissement fusèrent devant ces minuscules créatures. Thomas, qui accompagnait un autre groupe avec Daniel, gardait un œil attentif sur les réactions des enfants. L'émerveillement qu'il lisait sur leur visage lui rappelait pourquoi il avait choisi d'enseigner la biologie. Transmettre cette passion pour le vivant, ce respect pour la complexité et la beauté du monde naturel. Pendant ce temps, à la maison des Merciers, Claire travaillait sur son ordinateur quand elle remarqua que Caramel, habituellement calme pendant la journée, semblait particulièrement agité. Le chat faisait des allers-retours entre la fenêtre et la porte-fenêtre, miaulant occasionnellement comme pour demander à sortir. « Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui » murmura-t-elle en se levant pour lui ouvrir. À peine la porte entr'ouverte, Caramel se faufila dehors et se dirigea directement vers son poste d'observation habituel. Mais cette fois, au lieu de s'asseoir et d'attendre, il commença à se déplacer le long de la clôture, reniflant le sol comme s'il cherchait quelque chose. Claire l'observa un moment, intriguée par ce changement de comportement. Elle prit son téléphone et filma brièvement le chat, pensant que Thomas serait intéressé par ses nouvelles manières. Puis elle retourna à son travail, non sans jeter des coups d'œil occasionnels par la fenêtre, pour s'assurer que Caramel ne s'éloignait pas trop. Au centre de soins, la visite se poursuivait. Le groupe de Lucie avait maintenant rejoint la section des grands mammifères où Sophie les conduisit vers l'enclos du lynx. En chemin, elle leur expliqua la situation particulière de cet animal. « Le lynx que nous allons voir a une histoire spéciale, dit-elle. Il a été blessé par des braconniers et s'est approché d'une maison pour chercher de l'aide. »« La maison de Lucie !» s'exclama Emma, fière de connaître ce détail que sa camarade lui avait confié. Sophie sourit. « Exactement. Et grâce à la famille de Lucie, nous avons pu le soigner. Sa blessure guérit bien, et nous espérons pouvoir le relâcher dans la nature d'ici quelques semaines. »« Est-ce qu'il a un nom ?» demanda un petit garçon aux cheveux roux. « Officiellement, non. Nous évitons de donner des noms aux animaux sauvages pour ne pas créer d'attachement qui pourrait nuire à leur réintroduction. Mais entre nous, l'équipe l'appelle Lazare. » Comme dans la Bible, intervint Madame Lefebvre. « Celui qui est revenu d'entre les morts ?» Exactement. Quand il est arrivé ici, son état était si critique que nous n'étions pas sûrs qu'il survive. Sa guérison a été presque miraculeuse. Ils arrivèrent devant l'enclos d'observation. Sophie leur demanda de rester calmes et silencieux pour ne pas stresser l'animal. Les enfants se massèrent devant la vitre, les yeux écarquillés, cherchant le félin dans l'espace aménagé pour lui. Au début, le lynx n'était pas visible. Sophie expliqua qu'il disposait d'une zone de retrait, à l'abri des regards, où il pouvait se réfugier quand il souhaitait être seul. Mais alors qu'elle parlait, un mouvement attira l'attention de tous. Lazare émergea d'une petite structure en bois et s'avança dans l'espace découvert. Des murmures d'émerveillement parcoururent le groupe. Le félin était magnifique. Son pelage tacheté avait retrouvé sa splendeur. Ses muscles jouaient harmonieusement sous sa peau, alors qu'il se déplaçait avec la grâce caractéristique de son espèce. Seul un léger boitement et la zone rasée sur son flanc, où la cicatrice était encore visible, témoignaient de sa récente épreuve. « Il est tellement beau », chuchota Lucie, émue aux larmes.
Le lynx s'arrêta au milieu de l'enclos, huma l'air, puis tourna lentement la tête vers la vitre d'observation. Ses yeux dorés balayèrent le groupe d'enfants jusqu'à ce qu'ils semblent se fixer sur Lucie. Sophie, qui observait attentivement le comportement du félin, nota ce détail avec intérêt. Était-ce une coïncidence? Ou reconnaissait-il effectivement l'odeur de la petite fille? Les félins avaient un odorat exceptionnel, capable de distinguer des individus spécifiques, même à travers une vitre. « Madame », murmura Lucie en tirant doucement sur la manche de Sophie, « je crois qu'il me reconnaît. » Au lieu de rejeter cette idée comme elle l'aurait fait avec n'importe quel autre visiteur, Sophie hocha simplement la tête. « C'est possible, Lucie. Les félins ont une excellente mémoire, surtout pour les odeurs associées à des expériences positives. » Pendant les minutes qui suivirent, le lynx resta là, observant les enfants avec une curiosité tranquille qui contrastait fortement avec le comportement typique d'un félin sauvage face à un groupe humain. Normalement, il aurait dû se retirer, chercher un abri ou au minimum montrer des signes d'anxiété. Mais Lazare semblait parfaitement à l'aise, presque intéressé. « Est-ce qu'il va rester ici pour toujours ?» demanda un élève. « Non, » répondit Sophie. « Notre objectif est toujours de rendre les animaux à leur habitat naturel. Une fois qu'il sera complètement guéri et qu'il aura retrouvé toutes ses forces, nous le relâcherons dans une zone protégée du parc national du Mercantour. » « Mais, et s'il rencontre encore des braconniers ?» s'inquiéta Lucie. Sophie posa une main réconfortante sur l'épaule de la petite fille. « C'est un risque malheureusement, mais nous travaillons avec les gardes forestiers pour lutter contre le braconnage. Et Lazare sera équipé d'un collier émetteur qui nous permettra de suivre ses déplacements et d'intervenir si nécessaire. » Cette réponse sembla apaiser Lucie. Mais Sophie pouvait voir que l'idée du retour du lynx à la vie sauvage, avec tous ses dangers, l'affectait profondément. C'était le paradoxe de la conservation. Travailler à sauver des animaux tout en acceptant qu'ils retournent à une existence périlleuse, loin de la protection humaine. La visite scolaire avait été un succès retentissant. Sur le chemin du retour, l'autocar bourdonnait de conversations animées, les enfants partageant leurs impressions et leurs découvertes. Madame Lefebvre observait cette effervescence avec satisfaction. Rarement une sortie pédagogique avait suscité un tel enthousiasme. « Papa », dit Lucie alors qu'ils rentraient en voiture, ayant quitté le bus pour rejoindre leur domicile. « J'ai pris une décision. » Thomas jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur, intrigué par son ton solennel. « Ah oui ? Quelle décision, ma chérie ? » « Je veux devenir vétérinaire pour animaux sauvages, comme Sophie. » Un sourire attendri se dessina sur les lèvres de Thomas. « C'est un très beau projet. Mais tu sais, c'est un métier difficile qui demande beaucoup d'études. »« Je sais, » répondit Lucie avec une détermination surprenante pour une enfant de son âge. « Mais je veux aider les animaux comme Lazare. Je veux faire la différence. » Thomas sentit son cœur se gonfler de fierté. Que sa fille ait trouvé une passion, une vocation potentielle à travers cette expérience extraordinaire était peut-être le plus beau résultat de toute cette aventure. À la maison, Claire les attendait avec un dîner préparé et des nouvelles surprenantes concernant Caramel. « Il a disparu pendant presque 3 heures aujourd'hui, » expliqua-t-elle alors qu'il s'installait à table. Je commençais vraiment à m'inquiéter quand il est finalement revenu, l'air de rien. « Disparu ?» répéta Thomas surpris. « Ce n'est pas son genre, il ne s'éloigne jamais longtemps. »« Exactement, et ce n'est pas tout. » Claire sortit son téléphone et montra la vidéo qu'elle avait prise plus tôt dans la journée. « Regarde son comportement avant de partir. On dirait qu'il cherche quelque chose, ou quelqu'un. » Thomas examina attentivement les images, son esprit scientifique immédiatement en alerte. « C'est fascinant. On dirait presque qu'il suit une piste. »« Comme un chien policier !» s'exclama Lucie, excitée par cette comparaison. « Pas tout à fait.
corrigea doucement Thomas. Mais les chats ont effectivement un excellent odorat, même s'il est moins développé que celui des chiens. Je me demande... Il n'acheva pas sa phrase, mais Claire comprit où il voulait en venir. Tu penses que ça pourrait avoir un lien avec le lynx? C'est une hypothèse. Une hypothèse très peu probable, mais... Il haussa les épaules. Après tout ce que nous avons vu ces dernières semaines, je ne suis plus sûr de ce qui est normal ou probable. Cette nuit-là, Thomas eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit était assailli de questions sans réponse, d'hypothèses scientifiques audacieuses et de préoccupations plus pratiques concernant l'avenir du lynx et l'attachement croissant de sa famille, particulièrement de Lucie, envers l'animal sauvage. Au petit matin, alors qu'il préparait le café, son téléphone sonna. C'était Sophie. « Thomas, désolé d'appeler si tôt, mais nous avons une situation inhabituelle ici. » La tension dans sa voix était palpable. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, immédiatement alerte. « C'est Lazare. » Depuis la visite d'hier, son comportement a radicalement changé. Il est agité, refuse de manger et passe son temps à fixer la direction par laquelle vous êtes parti. Daniel pense que c'est juste une réaction au stress causée par tous ces visiteurs. Mais tu n'en es pas convaincu, compléta Thomas. Non, c'est comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les mots de Sophie faisaient écho à la description du comportement de Caramel. Était-ce possible que les deux félins ressentent une forme de connexion qui persistait malgré la distance? L'idée semblait appartenir davantage au domaine de la fiction qu'à celui de la science. « Je sais que ça va sembler fou, » continua Sophie, « mais j'ai une proposition à te faire. Serait-il possible que vous reveniez aujourd'hui? Toi, Lucie, et votre chat ?» Thomas resta silencieux un moment, assimilant cette demande extraordinaire. « Tu veux que nous amenions Caramel au centre? Pour une observation contrôlée, oui. Je sais que c'est contraire à tous les protocoles, mais ce cas est tellement unique. Si nous pouvions documenter cette interaction dans un cadre scientifique, cela pourrait nous apprendre énormément sur les capacités cognitives et sociales des félins. » Thomas réfléchit rapidement. En tant que scientifique, il était intrigué par cette proposition. En tant que père, il s'inquiétait des implications émotionnelles pour Lucie, et en tant que propriétaire responsable, il se demandait si exposer Caramel à un prédateur sauvage, même dans un environnement contrôlé, était vraiment une bonne idée. « Laisse-moi en discuter avec Claire et Lucie, » dit-il finalement. « Je te rappelle dans 1 heure. » La réaction de Lucie fut, sans surprise, enthousiaste. À l'idée de revoir le lynx et de lui présenter Caramel en personne, elle était prête à sauter dans la voiture immédiatement, encore en pyjama. Claire, plus mesurée, exprima des inquiétudes légitimes sur la sécurité de leur animal de compagnie. « Il y aura toutes les mesures de protection nécessaires, » assura Thomas. « Sophie est une professionnelle. Elle ne proposerait pas cela si elle pensait qu'il y avait un danger réel. Et si le lynx devient agressif? Si ses instincts de prédateur prennent le dessus? Il y aura une séparation physique entre eux, une vitre de sécurité, comme celle que nous avons vue hier. » Claire soupira, pas totalement convaincue, mais voyant combien cette expérience comptait pour sa fille et son mari. « D'accord, mais au premier signe de stress pour Caramel, nous partons. » 3 heures plus tard, la famille Mercier au complet se présentait au centre de soins. Caramel, installé dans sa cage de transport, semblait remarquablement calme pour un chat habituellement réticent au voyage en voiture. Il observait son environnement avec une curiosité attentive, ses narines frémissant alors qu'il captait les odeurs nouvelles de ce lieu inconnu. Sophie les accueillit à l'entrée réservée au personnel, loin des visiteurs habituels. Son visage trahissait à la fois l'excitation scientifique et une certaine appréhension. « Merci d'être venu, » dit-elle en les guidant vers une salle de conférence où Daniel et un autre membre de l'équipe, Marc, les attendaient.
Nous avons mis en place un protocole d'observation rigoureux pour cette expérience. Sur la table centrale étaient disposés des formulaires de consentement que Thomas et Claire signèrent après une lecture attentive, ainsi qu'un plan détaillé de la procédure à suivre. « Voici comment nous allons procéder », expliqua Sophie. « Nous avons aménagé une salle spéciale avec une paroi vitrée sécurisée séparant deux espaces. Lazare est déjà installé d'un côté. Nous placerons Caramel de l'autre dans sa cage ouverte pour qu'il puisse en sortir quand il se sentira prêt. Toute l'interaction sera filmée sous plusieurs angles et nous observerons depuis une pièce adjacente via un système de caméra. Et si l'un des deux montre des signes de détresse, demanda Claire, nous interromprons immédiatement l'expérience, assura Daniel. La sécurité et le bien-être des animaux restent notre priorité absolue. Lucie s'était approchée de la cage de Caramel et lui parlait doucement. « Tu vas rencontrer ton ami le lynx, Caramel. Tu te souviens de lui? Il était dans notre jardin. » À la surprise générale, le chat émit un miaulement qui semblait presque répondre à la fillette. « Il est prêt », déclara Lucie avec la conviction des enfants. L'équipe échangea des regards à la fois amusés et intrigués par cette assurance enfantine qui, dans ce contexte inhabituel, semblait presque prophétique. La salle d'observation avait été méticuleusement préparée. D'un côté de la vitre, Lazare arpentait son espace, son agitation des dernières 24 heures toujours visible dans ses mouvements nerveux et ses regards fréquents vers la paroi transparente. De l'autre côté, un environnement confortable avait été aménagé pour Caramel, un tapis doux, quelques jouets, une gamelle d'eau fraîche. « Nous allons d'abord entrer et installer la cage de Caramel », expliqua Sophie. « Puis nous nous retirerons dans la salle d'observation. Thomas, veux-tu nous accompagner pour rassurer Caramel pendant l'installation ?» Thomas acquiesça et suivit Sophie dans la pièce, portant la cage de transport. À leur entrée, Lazare se figea, tous ses sens en alerte. Ses narines frémirent alors qu'il captait l'odeur du chat domestique, et peut-être aussi celle de Thomas. Avec des gestes lents et précautionneux, Thomas déposa la cage sur le tapis, l'orienta vers la vitre, puis ouvrit la porte sans forcer Caramel à sortir. Le chat restait immobile, ses yeux verts fixés sur quelque chose au-delà de la vitre. « Incroyable », murmura Sophie. « Ils se sont déjà repérés. » En effet, les deux félins se regardaient maintenant fixement à travers la séparation, dans un silence chargé d'une tension que tous les humains présents pouvaient ressentir. « Je vais sortir maintenant », dit doucement Thomas. « Ça va aller, Caramel, on te surveille. » Ils rejoignirent rapidement la salle d'observation où Claire, Lucie et les autres attendaient, les yeux rivés sur les écrans qui montraient différents angles de la scène qui se déroulait. Le temps semblait suspendu dans la salle d'observation. Tous les yeux étaient rivés sur les écrans qui montraient Caramel, toujours immobile dans sa cage ouverte, et Lazare, qui s'était rapproché de la vitre, son regard doré fixé sur le petit félin domestique. « C'est fascinant », murmura Sophie en prenant des notes frénétiques. « Regardez la posture de Lazare. Aucun signe d'agressivité. Ses oreilles sont droites, sa queue est détendue. On dirait presque qu'il est curieux. » Thomas acquiesça, observant avec son œil de biologiste les subtilités du langage corporel des deux félins. Caramel non plus ne montre aucun signe de peur. Normalement, face à un prédateur de cette taille, un chat domestique devrait être en position défensive. Lucie, perchée sur une chaise pour mieux voir les écrans, souriait. « Je vous l'avais dit, ils sont amis. » Claire posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille, partagée entre l'émerveillement scientifique et l'inquiétude maternelle. « Attendons de voir ce qui se passe quand Caramel sortira de sa cage. » Comme en réponse à ces paroles, le chat domestique fit un premier pas hésitant hors de son abri. Il s'arrêta, renifla l'air, puis avança de nouveau, ses mouvements empreints d'une grâce féline qui rappelait étrangement ceux du lynx de l'autre côté de la vitre. Daniel,
qui surveillait les constantes physiologiques de Lazare via un moniteur relié au collier spécial qu'on lui avait placé pour l'expérience, hocha la tête avec étonnement. Son rythme cardiaque est stable, pas d'élévation significative du stress. Caramel avait maintenant atteint la vitre. Il leva une patte, l'appuyant délicatement contre la surface transparente comme pour tester sa solidité. De l'autre côté, Lazare observait ce geste avec une attention soutenue. « Oh mon Dieu !» souffla Sophie. Le lynx venait de s'asseoir directement face à Caramel et, dans un mouvement qui stupéfia tous les observateurs, leva sa propre patte pour la poser contre la vitre, exactement en face de celle du chat domestique. « C'est comme un miroir », balbutia Thomas, sidéré par cette symétrie parfaite. Lucie laissa échapper un petit cri de joie. Ils se disent bonjour. Même Claire, la plus sceptique du groupe, ne pouvait nier l'extraordinaire de cette scène. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Ils ne se sont rencontrés qu'une fois, brièvement. » Sophie secouait la tête, son esprit scientifique luttant pour formuler une explication rationnelle. Les félins ont des capacités cognitives que nous sous-estimons gravement. Cette interaction suggère une forme de reconnaissance interspécifique qui va bien au-delà de ce que nous pensions possible. Pendant ce temps, l'échange silencieux entre les deux félins se poursuivait. Caramel s'était maintenant complètement assis face à la vitre, sa posture détendue indiquant un niveau de confort surprenant. Lazare, de son côté, avait commencé à émettre un son, pas un grondement menaçant, mais une sorte de ronronnement grave, presque inaudible pour les oreilles humaines, mais capté par les micros sensibles de la salle. « Il ronronne », confirma Marc, qui surveillait les enregistrements audio. Un lynx sauvage qui ronronne en présence d'un autre félin et d'odeurs humaines. C'est sans précédent. L'interaction se poursuivit pendant près d'une demi-heure, les deux félins maintenant une communication silencieuse faite de regards, de légers mouvements de tête et de postures subtiles que seuls des spécialistes comme Sophie et Thomas pouvaient pleinement interpréter. Ils partagent un langage, conclut Sophie, son carnet de notes maintenant rempli d'observations. Un langage ancestral que la domestication n'a pas complètement effacé chez Caramel. Thomas acquiesça, tout aussi impressionné. C'est comme s'il se reconnaissait non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'appartenant à une même famille, malgré des milliers d'années d'évolution séparée. Lucie, qui avait écouté attentivement les adultes, intervint avec la simplicité désarmante de l'enfance. Ou peut-être qu'ils sont juste devenus amis quand Lazare est venu chez nous. Parfois, on n'a pas besoin de se connaître depuis longtemps pour devenir amis. Les adultes échangèrent des regards, touchés par cette perspective qui, malgré sa naïveté apparente, contenait peut-être une vérité plus profonde que leurs explications scientifiques. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Caramel, qui était resté relativement statique pendant l'interaction, se leva soudain et commença à se déplacer le long de la vitre, comme s'il cherchait un passage. Lazare le suivit immédiatement du regard, puis se mit à son tour en mouvement, accompagnant le chat dans son exploration des limites de leur séparation. « On dirait qu'ils cherchent à se rejoindre », murmura Claire, troublée par l'intensité de cette quête commune. Sophie et Daniel échangèrent un regard lourd de sens. Comme scientifiques dévoués à la conservation des espèces sauvages, leur objectif avait toujours été clair, soigner Lazare pour le relâcher dans son habitat naturel. Mais face à cette interaction extraordinaire, un doute commençait à s'insinuer dans leurs esprits. « Si nous le relâchons, » dit doucement Daniel, donnant voix à leurs préoccupations communes, et qu'il cherche à retrouver ce chat, à retrouver des humains. Il pourrait se mettre en danger, compléta Sophie. Ou au contraire, perdre toute méfiance envers les humains et devenir une cible facile pour les braconniers. Thomas, comprenant les implications de ces réflexions,
se tourna vers les deux spécialistes. « Qu'envisagez-vous alors ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Nous devons reconsidérer notre protocole de réintroduction, peut-être envisager un relâché dans une réserve surveillée plutôt qu'en pleine nature, ou même... » Elle hésita, consciente que ce qu'elle allait suggérer allait à l'encontre de la philosophie habituelle de conservation. Peut-être devrions-nous considérer l'option d'un sanctuaire permanent. « Un sanctuaire ?» répéta Claire. « Vous voulez dire qu'il ne retournerait jamais à l'état sauvage ?»« Ce serait un dernier recours, » précisa rapidement Daniel. « Mais nous devons considérer toutes les options qui garantiraient sa sécurité et son bien-être à long terme. » Lucie, qui avait écouté cette conversation avec une attention surprenante pour son âge, intervint soudainement. « Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait rester près de chez nous? Que Caramel pourrait le revoir ?» Les adultes échangèrent des regards embarrassés, ne voulant pas donner de faux espoirs à l'enfant, mais ne souhaitant pas non plus écraser son enthousiasme. « Ce n'est pas aussi simple, ma chérie, » expliqua doucement Thomas. « Même dans un sanctuaire, Lazare resterait un animal sauvage avec des besoins spécifiques. Ce ne serait pas comme avoir un animal de compagnie qu'on peut visiter quand on veut. » Le visage de Lucie s'assombrit légèrement, mais elle hocha la tête avec une maturité qui impressionna tous les adultes présents. « Je comprends. L'important, c'est qu'il soit heureux et en sécurité, même si on ne peut pas le voir souvent. » Sophie sourit à la fillette, touchée par sa compréhension. « Exactement, Lucie. Et grâce à cette expérience aujourd'hui, nous comprenons mieux comment prendre la meilleure décision pour lui. » L'expérience touchait à sa fin. Caramel commençait à montrer des signes de fatigue, s'étant finalement allongé près de la vitre, son corps détendu mais ses yeux toujours fixés sur le lynx. Lazare, de son côté, s'était également installé dans une position similaire, comme s'il respectait le rythme du chat domestique. « Je pense que nous avons recueilli suffisamment de données pour aujourd'hui, » annonça Sophie. « Thomas, si tu veux bien aller récupérer Caramel. » Thomas acquiesça et se dirigea vers la porte qui menait à la salle d'expérimentation. Mais avant qu'il ne puisse l'ouvrir, un bruit d'agitation provenant du couloir attira l'attention de tous. Paul Rousseau, le garde forestier que Sophie avait mentionné précédemment, fit irruption dans la salle d'observation, le visage grave et les vêtements encore couverts de la poussière des sentiers forestiers. « Sophie, Daniel, je dois vous parler immédiatement, » dit-il, avant de remarquer la présence de la famille Mercier. « Oh, pardon, je ne savais pas que vous aviez des visiteurs. »« Que se passe-t-il, Paul ?» demanda Sophie, alarmée par l'urgence dans sa voix. Le garde forestier jeta un regard hésitant vers Lucie, puis décida que l'information était trop importante pour attendre. « Nous avons trouvé une femelle lynx morte ce matin dans le secteur est du parc. Encore un acte de braconnage. » Cette annonce jeta un froid dans la pièce. Mais ce fut la suite qui stupéfia véritablement tout le monde. « Ce n'est pas tout, » continua Paul. « Elle avait 2 petits avec elle, des chatons d'environ 2 mois. Nous avons réussi à les récupérer. Ils sont dans mon véhicule, en route pour le centre. » Sophie porta une main à sa bouche, choquée par cette nouvelle. Des orphelins, si jeunes. « Et il y a autre chose, » ajouta Paul, son regard se posant brièvement sur l'écran qui montrait toujours Lazare. « D'après la puce d'identification que nous avons trouvée sur la femelle, il s'agit de la compagne de votre patient. Ces petits, ce sont très probablement ses descendants. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Les implications de cette révélation étaient vertigineuses, bouleversant toutes les hypothèses et tous les plans concernant Lazare. « Ces petits, » murmura Sophie, le regard rivé sur l'écran où le lynx semblait soudain plus vulnérable, plus fragile malgré sa puissance de prédateur. Il était venu chercher de l'aide non seulement pour lui-même, mais peut-être pour sa famille, compléta Thomas, comprenant soudain la profondeur du drame qui s'était joué dans les forêts avoisinantes. Blessé,
Incapable de chasser efficacement, il a dû laisser sa compagne et ses petits pour chercher de la nourriture ailleurs. Lucie, dont le jeune visage reflétait à la fois la tristesse et une compréhension surprenante pour son âge, s'approcha de l'écran. « Il a perdu sa femme », dit-elle simplement, utilisant des termes humains qui, dans ce contexte extraordinaire, ne semblaient pas déplacés. Mais ses bébés sont vivants. Claire posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille, émue par sa sensibilité. « Oui, ma chérie, et maintenant ils ont besoin d'aide, comme leur papa en avait besoin. » Daniel s'était ressaisi, son instinct professionnel reprenant le dessus. « Paul, quel est leur état? Les chatons sont-ils blessés? » « Déshydratés et affamés, » répondit le garde forestier. « Mais pas blessés physiquement. Je dirais qu'ils sont seuls depuis au moins 24 heures. Sans notre intervention, ils n'auraient pas survécu longtemps. » Sophie se tourna vers ses collègues, l'urgence de la situation chassant momentanément le choc émotionnel. « Nous devons préparer la nurserie. Marc, peux-tu aller chercher le matériel pour chatons sauvages? Daniel, nous aurons besoin de la formule de lait spéciale et des biberons. » Tandis que l'équipe se mobilisait, Thomas s'approcha discrètement de Sophie. Qu'est-ce que cela signifie pour Lazare? Pour son avenir? La vétérinaire secoua la tête, dépassée par les implications de cette situation sans précédent. Je n'en sais rien, Thomas. Toutes nos procédures, tous nos protocoles sont basés sur des cas individuels. Jamais nous n'avons eu à gérer une famille entière de lynx avec un père déjà en semi-apprivoisement et des petits orphelins. « Va-t-on les réunir ?» demanda Lucie qui avait écouté la conversation. « Lazare doit savoir que ses bébés sont vivants. » Sophie échangea un regard avec Daniel, qui venait de revenir avec le matériel demandé. « C'est compliqué, Lucie. Les mâles lynx ne participent pas beaucoup à l'élevage des petits dans la nature, et nous ne savons pas comment Lazare réagira. » « Mais il n'est pas comme les autres lynx, n'est-ce pas ?» insista la fillette. « Il est spécial, comme Caramel l'a compris tout de suite. » Thomas était sur le point d'expliquer à sa fille pourquoi ses attentes étaient peut-être trop romantiques quand un bruit attira l'attention de tous vers l'écran. Lazare, comme s'il avait perçu l'agitation qui régnait autour de lui, s'était levé et fixait intensément la porte de la salle, ses oreilles pointées vers l'avant, captant des sons inaudibles pour les humains. « Il sent quelque chose, » murmura Sophie. « Les lynx ont une ouïe et un odorat exceptionnel. » Comme pour confirmer cette observation, un miaulement aigu et plaintif se fit entendre depuis le couloir où Paul venait d'arriver avec une caisse de transport spéciale contenant les 2 chatons. La réaction de Lazare fut instantanée et stupéfiante. Un son grave, entre le rugissement et le miaulement, s'échappa de sa gorge, un appel qui fit frissonner tous les présents par son intensité émotionnelle. « Mon Dieu !» souffla Daniel, « il reconnaît leur cri. » Thomas se tourna vers Sophie, son esprit scientifique en ébullition. Si Lazare reconnaît ses petits et s'il a déjà montré une capacité d'interaction non agressive avec Caramel, tu suggères que nous tentions de les réunir? Demanda Sophie, à la fois inquiète et intriguée par cette idée. Sous surveillance stricte, bien sûr. Mais oui, cette situation est sans précédent, Sophie. Nous avons l'opportunité d'observer quelque chose qui n'a jamais été documenté. La réaction d'un lynx mâle face à ses propres petits dans un contexte contrôlé. Pendant ce temps, Claire s'était approchée de la caisse que portait Paul. À l'intérieur, 2 minuscules chatons au pelage tacheté, pas plus grands que des chatons domestiques de quelques semaines, se serraient l'un contre l'autre, leurs yeux bleus encore grands ouverts malgré l'épuisement. « Ils sont magnifiques », murmura-t-elle, bouleversée par leur vulnérabilité. Lucie, qui s'était faufilée à côté de sa mère, les observait avec émerveillement. Ils ressemblent un peu à des chatons normaux, mais avec des taches comme leur papa. Sophie, qui avait entendu les observations de la famille Mercier,
s'approcha pour examiner les petits. Ils ont l'air en assez bon état, compte tenu des circonstances. Mais ils ont besoin de soins immédiats. Elle se tourna vers son équipe. Nous devons d'abord les stabiliser, les nourrir, les examiner. Ensuite, nous pourrons envisager une rencontre avec Lazare. Les heures suivantes furent consacrées aux soins des chatons orphelins. La famille Mercier resta au centre, incapable de s'arracher à ce drame qui avait pris une dimension si personnelle pour eux. Thomas aida l'équipe médicale, mettant à profit ses connaissances en biologie. Claire prépara du thé pour tout le monde, trouvant dans ses gestes simples un moyen de se rendre utile. Quant à Lucie, elle s'était installée près de la cage de Caramel, lui racontant à voix basse les événements, comme si le chat domestique pouvait comprendre l'importance de ce qui se déroulait. Caramel, contrairement à son comportement habituel dans des lieux inconnus, restait remarquablement calme. Il observait les allées et venues des humains avec une attention soutenue, émettant occasionnellement de petits miaulements quand les cris des chatons se faisaient entendre. En fin d'après-midi, Sophie vint trouver la famille, son visage trahissant à la fois l'épuisement et une excitation contenue. « Les petits sont stabilisés », annonça-t-elle. « Ils ont bu du lait spécial et leurs constantes sont bonnes. Ce sont 2 femelles, probablement âgées d'environ 8 semaines. »« Et maintenant ?» demanda Thomas. « Qu'avez-vous décidé pour la suite ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Nous avons discuté avec l'équipe et nous pensons que tenter une réunion contrôlée entre Lazare et ses petits présente plus d'avantages que de risques. Pour leur développement, ces chatons ont besoin de modèles adultes de leur espèce, et dans les circonstances actuelles, Lazare est le seul disponible. Mais vous avez dit que les mâles lynx ne s'occupent pas des petits dans la nature, rappela Claire, soucieuse. C'est vrai en général. Mais cette situation est tout sauf ordinaire. Lazare a déjà montré des comportements atypiques. Et puis, elle hésita, comme embarrassée par ce qu'elle allait dire. J'ai l'intuition qu'il pourrait nous surprendre, encore une fois. Lucie, qui avait écouté attentivement, leva la main comme à l'école. Est-ce que Caramel peut rester pour voir la rencontre? Je crois qu'il s'inquiète pour Lazare. Les adultes échangèrent des regards, à la fois amusés et touchés par cette demande. À leur grande surprise, ce fut Daniel, le plus rigoriste de l'équipe, qui répondit. « Je pense que ce serait une bonne idée, dit-il, surprenant tout le monde. Après tout, ce chat a déjà établi une communication pacifique avec Lazare. Sa présence pourrait avoir un effet apaisant. Et puis, ajouta Sophie avec un sourire, nous sommes déjà tellement hors protocole qu'une entorse de plus ou de moins. » Les préparatifs pour cette rencontre extraordinaire prirent 1 heure supplémentaire. Une salle plus grande fut aménagée avec un système de séparation mobile qui permettrait d'introduire progressivement les chatons dans l'espace de Lazare, tout en maintenant la possibilité d'une intervention rapide si nécessaire. Caramel fut installé dans une cage confortable, près de la vitre d'observation d'où il pourrait voir sans être directement impliqué. Lazare, qui avait été brièvement sédaté pour être transféré dans ce nouvel espace, commençait à reprendre conscience, son regard encore légèrement voilé mais ses sens déjà en alerte. « Nous allons d'abord lui permettre de sentir l'odeur des petits sans les voir, » expliqua Sophie à la famille Mercier qui observait depuis la salle adjacente. « C'est une technique que nous utilisons parfois avec les animaux captifs pour faciliter l'introduction de nouveaux individus. » Marc entra dans l'espace avec un linge qui avait été placé dans la caisse des chatons, imprégné de leur odeur. Il le déposa à distance respectueuse de Lazare, puis se retira rapidement. La réaction du lynx fut immédiate. Il se leva, encore un peu chancelant, et s'approcha du linge avec une prudence mêlée d'intensité. Ses narines frémirent alors qu'il captait les odeurs, et un son étrange, presque un gémissement, s'échappa de sa gorge. « Il reconnaît l'odeur de ses petits », murmura Sophie, les yeux rivés sur les moniteurs, et celle de sa compagne aussi, probablement. « Est-ce qu'il comprend qu'elle est morte ?» demanda Lucie, sa petite voix tremblante d'émotion.
Thomas serra doucement l'épaule de sa fille. « Je ne sais pas, ma chérie. Les animaux perçoivent la mort différemment de nous. Mais il sent certainement que quelque chose a changé. » Après plusieurs minutes d'observation du comportement de Lazare, qui continuait d'inspecter le linge avec une attention soutenue, mais sans signe d'agression ou de détresse, Sophie fit un signe à Daniel. « Je pense que nous pouvons passer à l'étape suivante. Il est prêt. » Daniel et Marc entrèrent dans la pièce, portant avec précaution une caisse spéciale dans laquelle les deux chatons lynx, désormais nourris et réhydratés, observaient leur environnement avec la curiosité propre aux jeunes félins. Ils placèrent la caisse derrière une cloison mobile, créant ainsi une barrière de sécurité qui pourrait être retirée progressivement. Dans la salle d'observation, l'atmosphère était électrique. Sophie, malgré son professionnalisme, ne pouvait cacher son émotion face à cette expérience sans précédent. La famille Mercier, groupée autour des écrans, retenait son souffle. Même Caramel, depuis sa cage confortable, semblait percevoir l'importance du moment, ses yeux verts fixés sur Lazare à travers la vitre. « Nous allons maintenant retirer partiellement la cloison », expliqua Sophie. « Les chatons et Lazare pourront se voir, mais pas encore se toucher. » Sur un signe de sa part, Marc actionna un mécanisme qui fit glisser une partie de la séparation. Le regard de Lazare se figea instantanément sur l'ouverture, où apparurent bientôt les deux petites têtes tachetées de ses descendants. Un silence absolu régnait dans les deux salles. Seul le léger bourdonnement des équipements de surveillance troublait cette quiétude chargée d'attente. Puis, l'un des chatons émit un miaulement plaintif, un appel qui sembla résonner jusque dans les entrailles de tous les témoins de cette scène. La réaction de Lazare fut stupéfiante. Sans brusquerie, mais avec une détermination tranquille, il s'approcha de l'ouverture. Ses mouvements n'avaient rien d'agressif ou de prédateur. Ils étaient mesurés, presque paternels. Arrivé près de la cloison, il baissa la tête au niveau des chatons et les renifla longuement, ses moustaches frémissant au contact de leurs odeurs familières. « C'est incroyable », murmura Sophie. « Regardez sa posture, son langage corporel. Il n'y a absolument aucun signe d'agression ou de stress. » L'un des chatons, plus audacieux que sa sœur, avança une petite patte à travers l'ouverture, touchant presque le museau du grand lynx. Lucie étouffa un cri, craignant une réaction négative. Mais Lazare se contenta de rester immobile, acceptant ce contact avec une patience qui défiait toutes les attentes. « Je pense qu'on peut retirer complètement la cloison », dit Daniel, visiblement ému malgré ses années d'expérience. « Il ne leur fera pas de mal. » Sophie acquiesça, et Marc actionna à nouveau le mécanisme, retirant entièrement la barrière qui séparait Lazare de ses petits. Ce qui se passa ensuite restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les témoins de cette scène extraordinaire. Avec une hésitation initiale, les deux chatons s'avancèrent vers leur père, leur petit corps, encore maladroit, mais déjà empreint de la grâce féline qui caractérisait leur espèce. Lazare resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de ne pas effrayer ces fragiles créatures. Puis, dans un geste qui fit monter les larmes aux yeux de tous les observateurs, le grand lynx s'allongea, offrant son flanc aux petits qui, instinctivement, vinrent s'y blottir, cherchant la chaleur et la protection que leur mère ne pouvait plus leur donner. « Il prend le rôle de leur mère », souffla Thomas, stupéfait par cette adaptation comportementale qui défiait tout ce qu'on savait des lynx mâles. C'est un comportement complètement atypique. Ou peut-être, suggéra doucement Sophie, est-ce un comportement qui existe mais que nous n'avons jamais eu l'occasion d'observer dans la nature? Les lynx sont tellement discrets, tellement difficiles à étudier. Pendant près d'une heure, la famille lynx se reconstitue d'une façon si inattendue resta ainsi, les petits se reposant contre leur père qui, de temps à autre, les nettoyait délicatement avec sa langue râpeuse, exactement comme l'aurait fait leur mère. Dans sa cage,
Caramel observait la scène avec ce qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. À un moment, il miaula doucement, et Lazare tourna la tête vers lui, leurs regards se croisant à travers la vitre dans ce qui semblait être une communication silencieuse entre deux félins que tout aurait dû opposer. « Je crois qu'il est temps de prendre une décision », dit finalement Sophie en se tournant vers son équipe et la famille Mercier. « Cette situation change complètement nos perspectives pour Lazare et ses chatons. » Dans les jours qui suivirent, de nombreuses discussions eurent lieu au centre, impliquant non seulement l'équipe médicale mais aussi des experts en conservation, des responsables du parc national du Mercantour et même des représentants du ministère de l'Environnement. L'histoire de Lazare et de ses petits, relayée par Paul aux autorités compétentes, avait suscité un intérêt qui dépassait largement le cadre local. La famille Mercier fut invitée à plusieurs de ces réunions, leur témoignage sur la première rencontre avec le lynx étant considéré comme essentiel pour comprendre ce cas exceptionnel. Thomas, en tant que biologiste, apporta une perspective scientifique précieuse, tandis que les observations de Lucie sur l'interaction entre Caramel et Lazare, d'abord accueillies avec un scepticisme amusé, gagnèrent en crédibilité à mesure que l'équipe documentait le comportement inhabituel des deux félins. Un mois après la réunion de Lazare avec ses petits, une décision fut finalement prise. Sophie convoqua la famille Mercier pour leur annoncer la nouvelle. « Nous avons trouvé une solution qui nous semble être la meilleure pour Lazare et ses chatons, » expliqua-t-elle alors qu'ils étaient réunis dans son bureau. « Un sanctuaire naturel protégé va être créé dans une partie isolée du parc national, spécifiquement pour eux. »« Un sanctuaire ?» répéta Thomas. « Vous voulez dire qu'ils ne seront pas relâchés dans la nature sauvage ?»« Pas exactement, » précisa Sophie. « Ce sera un grand espace clôturé de plusieurs hectares où ils pourront vivre de façon semi-sauvage. Lazare est trop habitué aux humains maintenant pour être relâché sans risque, et les petites sont trop jeunes pour survivre sans sa protection. Mais ils seront ensemble, dit Lucie, son visage s'éclairant à cette idée. Oui, confirma Sophie avec un sourire. Et ce qui rend ce projet vraiment spécial, c'est qu'il inclura un centre de recherche et d'éducation. Votre papa a accepté de collaborer avec nous pour documenter cette famille exceptionnelle. Thomas hocha la tête, visiblement enthousiaste. Ce sera une opportunité unique d'étudier le comportement social des lynx dans des conditions qui n'ont jamais été observées auparavant. « Et est-ce qu'on pourra leur rendre visite ?» demanda Lucie, exprimant la question qui lui tenait le plus à cœur. Sophie échangea un regard complice avec Thomas avant de répondre. « En fait, c'est encore mieux que ça. Nous aimerions que votre famille participe régulièrement à nos observations, y compris Caramel. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent de surprise et de joie. « Vraiment? Caramel aussi ?» « Oui, » confirma Sophie. « Son interaction avec Lazare est tellement exceptionnelle que nous voulons continuer à l'étudier, bien sûr toujours avec les précautions nécessaires. » Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, exprima enfin ses préoccupations. « Est-ce bien raisonnable? Je veux dire, malgré tout ce que nous avons vu, Lazare reste un prédateur sauvage. »« C'est vrai, » admit Sophie. « Et nous ne prendrons aucun risque inutile. Mais ce que nous avons observé entre Lazare et votre chat défie tellement nos connaissances que cela mérite d'être étudié plus avant. Cela pourrait nous apprendre énormément sur les capacités cognitives et sociales des félins, tant sauvages que domestiques. » 6 mois plus tard, par une douce matinée de printemps, la famille Mercier au complet, Caramel inclus dans sa caisse de transport spécial, se tenait à l'entrée du nouveau sanctuaire des lynx du Mercantour. L'installation, financée par une combinaison de fonds publics et de dons privés suscités par l'histoire extraordinaire de Lazare, était à la fois un espace de protection pour les félins et un centre d'éducation pour le public. De l'autre côté d'une vitre d'observation spécialement conçue, Lazare et ses 2 petites, désormais bien grandies, se prélassaient au soleil. Les chatons,
que l'équipe avait fini par nommer Luna et Stella sur l'insistance de Lucie, jouaient ensemble sous l'œil attentif de leur père. Sophie rejoignit la famille, accompagnée de Daniel et de Paul, devenu un collaborateur régulier du projet. « Ils s'adaptent remarquablement bien », dit-elle avec fierté. « Les petites apprennent à chasser grâce aux proies vivantes que nous introduisons dans l'enclos, et Lazare, eh bien, il continue de nous surprendre par ses capacités d'adaptation. » Thomas acquiesça, observant avec son œil de scientifique les interactions de la famille Lynx. C'est fascinant de voir comment il a assumé à la fois le rôle de père et certains aspects du rôle maternel. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le comportement parental des félins sauvages. Lucie, qui avait insisté pour tenir elle-même la cage de Caramel, s'approcha de la vitre. Le chat domestique, loin de montrer de la peur, émit un miaulement qui attira immédiatement l'attention de Lazare. Le grand lynx leva la tête, ses yeux dorés se fixant sur le petit félin roux avec ce qui ressemblait à une reconnaissance tranquille. « Ils se souviennent l'un de l'autre », murmura Lucie, un large sourire illuminant son visage. Même après tout ce temps, Sophie s'accroupit à côté de la fillette. « Tu sais, Lucie, grâce à toi et à Caramel, nous avons appris quelque chose d'important sur les animaux sauvages. » « Quoi donc ?» demanda la petite fille, curieuse. « Que parfois, les frontières que nous pensons infranchissables, entre sauvages et domestiques, entre différentes espèces, entre les comportements que nous croyons fixes, peuvent être traversées. Que la nature est plus complexe, plus flexible, plus surprenante que nous ne l'imaginons. » Lucie hocha la tête avec une gravité qui contrastait avec son jeune âge. « C'est comme les amis. On ne sait jamais qui va devenir notre ami. Parfois, c'est quelqu'un de très différent. » Thomas posa une main sur l'épaule de sa fille, ému par sa sagesse simple mais profonde. « Tu as parfaitement raison, ma chérie. » Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant le sanctuaire d'une lumière dorée, les deux félins, le sauvage et le domestique, continuaient de se regarder à travers la vitre, témoins d'une rencontre improbable qui avait changé à jamais la vie de tous ceux qui y avaient assisté. L'histoire du lynx affamé qui était entré dans un jardin à la rencontre d'un chat domestique ne serait jamais oubliée. Elle serait racontée aux enfants visitant le sanctuaire, étudiée par les scientifiques du monde entier et conservée précieusement dans le cœur de la famille Mercier comme un rappel que parfois, la compassion et la curiosité peuvent créer des ponts entre les mondes les plus éloignés.